On a vu ces 5 dernières années avec les Kémi Séba, avec les Guy Marius Sagna, ils ont parlé de cette histoire du CFA, comme quoi on ne peut pas être indépendant, on ne peut pas être souverain, l'Afrique ne peut pas se prendre en charge, notamment les pays donc, qui ont comme monnaie donc, le franc CFA. Vous êtes de leur avis, pour vous c'est un combat populiste ou c'est un combat véritablement économique et un combat de souveraineté? Exactement, c'est un combat vraiment réel. C'est un combat, donc, comme vous venez de le dire, c'est un combat de souveraineté et c'est un combat aussi donc, économique. En fait, moi je vois mal comment, par exemple, nos pays, les pays africains qui utilisent le franc CFA, comment un de ces pays peut se développer avec cette monnaie. Et je dis souvent que la plus grande aberration du XXIe siècle, c'est encore des pays qui utilisent une langue étrangère, donc comme langue officielle. Donc soit c'est l'anglais, soit c'est le français, et aussi un pays qui utilise par exemple une monnaie étrangère, une monnaie donc coloniale qui a vraiment échappé à la décolonisation. Parce qu'en fait, ce que les gens ne perçoivent pas, c'est qu'au-delà du fait d'utiliser une monnaie donc étrangère, les mécanismes qui sont cachés derrière la convention de compte d'opération, c'est là où il y a le plus grand danger. Parce que ce sont ces mécanismes qui permettent aujourd'hui à la France de contrôler nos économies et qui font qu'aujourd'hui nos pays ne peuvent pas se développer. Un exemple pratique, quand vous voyez par exemple des jeunes, la plupart des jeunes aujourd'hui au Sénégal ont un projet. Mais quand vous leur demandez pourquoi votre projet ne trouve pas de financement, ils ne peuvent pas vous dire. Et pourtant, ils ont des projets. Le projet bancable, c'est quoi? C'est un projet qui, s'il est mis en œuvre, parvient à rembourser le crédit et même à générer des bénéfices pour l'auteur du projet. Malheureusement, quand vous allez voir un banquier, bon, par politesse, il va regarder votre projet. Mais en fait, ce qu'il a derrière la tête, et la première question qu'il va vous poser, et qui est la question fondamentale, c'est qu'est-ce que vous avez comme garantie? Donc, si vous n'avez pas de garantie, le projet tombe à l'eau. Pourtant, le projet est bancable. Donc, c'est un projet qui peut générer de la valeur ajoutée, qui peut générer donc, des profits. Pourquoi ça? Parce que c'est des critères aujourd'hui qui sont appliqués dans l'UEMOA. Ces critères sont hérités de la colonisation. C'est les Français qui avaient mis ça donc, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi faire? Pour empêcher l'accès au crédit bancaire des autochtones. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, je le dis d'ailleurs dans le livre et je le montre, nos ancêtres ayant côtoyé par exemple leur homologue donc blanc. Avant par exemple, bon, ils pensaient que le blanc c'était quelqu'un qui était au-dessus, c'était un être supérieur. Mais quand ils les ont côtoyés, ils ont vu que c'était des êtres humains comme eux, parfois même plus faibles. Ils ont vu leur peur, ils ont vu leur terreur, donc ils les ont démystifiés. Et ça n'a pas échappé aux Français, ça n'a pas échappé particulièrement au général de Gaulle. Il savait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, l'indépendance était inéluctable. Donc il a commencé à réfléchir sur la façon donc, de quitter physiquement tout en continuant à contrôler donc, les États africains. C'est en ce moment donc qu'ils ont mis en place ces mécanismes. Parce qu'ils savent que qui détient la bourse, qui détient l'économie, détient le pouvoir. Donc si jamais nos ancêtres avaient accès au crédit bancaire, ils allaient contrôler l'économie et ipso facto, ils allaient pouvoir donc se libérer. Donc ils ont mis ces critères. Et encore une fois, pour être pratique, vous voyez, on prend par exemple le système financier d'un pays. Ce système financier est basé sur le titre foncier. Essayez de voir ce que représente le titre foncier dans le foncier national. Je pense que ça ne dépasse pas les 5%. Donc vous prenez l'ensemble du système financier d'un pays et vous le basez sur ça. Parce qu'en fait, les garanties, c'est ça. Avant, c'était exclusivement les titres fonciers. Peut-être maintenant, on l'a élargi au beau. Mais si vous confondez tout titre foncier beau, est-ce que ça fait 10%? Donc, il n'y a pas besoin vraiment d'être un économiste ou bien un financier pour comprendre que c'est un système vraiment qui est plombé dès le départ. Et ça, les Français l'ont fait exprès. Parce qu'ils savaient qu'en mettant ces garanties, les présentateurs de projets n'allaient pas avoir ces garanties pour pouvoir bénéficier donc, des crédits bancaires. Donc, après les indépendances, il fallait changer ça. Malheureusement, on l'a maintenu. Parce que les Français ont continué à être présents dans nos banques centrales. Avec droit de veto, ce que certains contestent, mais ils avaient droit de veto. Ils étaient dans nos commissions de politique monétaire. Donc c'est eux qui mettaient en place, en tout cas ils faisaient partie de ceux qui élaboraient donc nos politiques monétaires. Et ils faisaient tout pour que nos économies ne soient pas bien financées.
Et quand une économie n'est pas bien financée, il va sans dire que cette économie ne se développera jamais. Et la finalité pour eux, c'est quoi? C'est toujours nous maintenir dans le sous-développement. Nous maintenir dans une division verticale internationale du travail qui font de nos pays des producteurs de matières premières qu'on leur vend, qu'ils transforment, à qui ils ajoutent beaucoup de valeur, donc ils créent beaucoup de valeur ajoutée à partir des matières premières en provenance d'Afrique, et ils reviennent nous vendre ces produits. Donc on sert pour l'approvisionnement de leurs industries et on sert également pour l'absorption des produits issus de leur manufacture. Donc c'est dans ce schéma maintenant qu'ils nous ont mis, ce carcan. Et je dis que tant que les pays africains n'arriveront pas à desserrer cet étau, vraiment, nous ne pourrons pas nous développer. C'est pourquoi je l'ai intitulé l'Afrique dans l'étau de l'Occident. Dans l'étau de l'Occident, avec, vous dites, le contrôle de nos économies par les sociétés multinationales. Ça également, on en parle pratiquement. On a les compagnies pétrolières, on a les compagnies de téléphonie mobile qui pompent directement nos économies. Et pourtant, quand les leaders d'opinion en parlent, ou en tout cas dénoncent ce tas de faits, on dit non, les actionnaires majoritaires sont des Africains. Dénoncent non. Non, je pense que c'est du leurre. Et d'ailleurs là, vraiment, j'indexe un peu la presse aussi nationale. J'indexe toute la presse africaine. Parce que j'ai l'impression que la presse africaine ne s'intéresse pas aux véritables sujets. Parce que ça, c'est des sujets auxquels la presse devrait donc s'approprier. C'est des sujets donc qui devraient faire débat dans nos pays pour que vraiment le Sénégalais moyen comprenne. Ben, je te dis, ces problématiques de développement, ce que représente l'Afrique pour l'Europe, vous allez parler à des adultes en Afrique, parfois même à des intellectuels, ils ne vous diront pas, ils ne maîtrisent pas ces problématiques. Alors que la plupart des adolescents européens maîtrisent ces problématiques. Nous ne savons pas ce que l'Afrique représente pour l'Europe, mais eux, ils savent ce que l'Afrique représente pour leur continent. C'est pourquoi, chaque jour davantage, ils essaient de renforcer cet étau pour que nous ne puissions pas, pour que nous n'ayons pas la possibilité d'y échapper. Et c'est ce que vit le Sénégal à l'heure actuelle. Alors que les Sénégalais, vous les voyez, ils vont, ils viennent, ils ne sont même pas conscients des dangers qui les guettent. Ils ne sont pas conscients du fait qu'aujourd'hui le Sénégal est assis sur une poudrière. Parce qu'il ne faut pas qu'on leur échappe. Eux, ils sont conscients que le développement de l'Afrique, c'est la mort de l'Europe. Vous imaginez une Europe, le jour où, par exemple, les Africains pourront transformer leurs matières premières sur leur sol. Ce que deviendra l'Europe? L'Europe a peu ou pas de matières premières. Donc, toutes les matières premières lui proviennent de l'Afrique en général. Parce que l'Afrique, aujourd'hui, c'est le tiers des richesses naturelles mondiales. Du point de vue démographique, l'Afrique, c'est 1,4 milliard. Donc, c'est la troisième puissance démographique, après la Chine et l'Inde. Donc, ce qui fait que l'Afrique représente un grand marché. Vous vous imaginez le jour où les Européens perdront ce continent. Donc, ils vont perdre deux facteurs. Ils vont perdre une source d'approvisionnement. Je disais que c'est le tiers des richesses naturelles mondiales. Ils vont perdre aussi un marché, parce que aussi nous servons pour l'absorption des produits issus de leur manufacture. 1,4 milliard, c'est pas rien. Enfin, nous représentons aussi 3 fois les États-Unis du point de vue superficie, 3 fois la Chine du point de vue superficie. Donc c'est pas rien. Et tout cela aujourd'hui, c'est contrôlé par les Européens, qui en usent, qui en abusent à leur guise. Mais faut-il leur en vouloir lorsqu'on sait que nous avons des dirigeants quand même qui s'y connaissent? Abdoulaye Wade a été président du Sénégal, c'est quelque part sa spécialité. Le président aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, avec qui vous avez eu sûrement acheminé au sein de la BCEAO, s'y connaît, il a fait le FMI, donc il connaît bien ce système monétaire international. Pourquoi l'accepter quand on arrive au pouvoir, quand on est aux affaires, quand on a les manettes en main? Bon, moi je pense que je vais donner une explication qui est à mes yeux et basique. Moi je pense que la plupart des dirigeants africains, parce qu'une fois je pense on en avait débattu, vous me demandiez les qualités d'un dirigeant africain. Je vous disais qu'un dirigeant africain, en tout cas un dirigeant capable de sortir de l'Afrique de l'ornière, il doit avoir plusieurs qualités. Mais entre autres, il ne peut pas manquer ces 3 qualités. Il doit avoir le courage, le savoir et il doit être un patriote. Il doit aimer son pays au point de lui sacrifier ce qu'il a de plus important, c'est-à-dire sa vie. Mais est-ce que tous nos dirigeants ont ces 3 qualités? J'en doute. Ensuite, ce n'est pas seulement un problème de dirigeants, parce que c'est d'où le carcan. Parce que ce n'est pas facile pour en sortir. Donc ce n'est pas seulement les dirigeants, mais il faut aussi qu'il y ait des peuples qui comprennent les problématiques et qui adhèrent. Donc, dans mon livre d'ailleurs, je parle de l'importance de l'éducation.
Aujourd'hui, il faut que nous ayons des ressources humaines de qualité, des ressources humaines éduquées, aptes à comprendre les problématiques auxquelles l'Afrique aujourd'hui est confrontée et aptes aussi à prendre en charge les besoins vraiment de l'Afrique. Ce qui n'est pas le cas, parce que nous avons une école, tout cela j'en parle dans le livre, nous avons une école héritée directement de la colonisation. Donc nous avons une école post-coloniale, parce qu'on n'a pas changé grand-chose. Parce qu'une école vraiment qui sied à l'Afrique devrait être une école vraiment africaine, qui repose sur les réalités africaines, qui repose sur le cosmos africain et aussi qui a toutes les aptitudes pour prendre en charge vraiment les problèmes auxquels aujourd'hui l'Afrique est confrontée. Donc c'est ce qui manque. Ces dirigeants, d'abord, je ne pense pas qu'ils aient cette volonté, parce que la plupart des dirigeants africains, je ne cite le nom de personne, en général, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ce qu'ils veulent, c'est ngourou, comme on dit en Wolof. Par conséquent, la voie la plus facile, c'est de s'entendre avec les Occidentaux. Parce qu'en général, nos dirigeants n'ont pas peur de leur opinion nationale. Ils n'ont pas peur de leur peuple. De qui ils ont peur des Occidentaux. Donc, si tu es bien avec eux, tu ne remets pas en cause leurs intérêts, tu peux t'éterniser vraiment au pouvoir. Regarde, il y a combien de dictateurs ces puissances occidentales ont soutenu. Combien de dictateurs, tout ça là j'en parle dans le livre, pour montrer que, en fait, quand ils nous parlent de démocratie et tout ça, ça ne les intéresse pas, c'est le cadet de leurs soucis. Ce qui les intéresse, c'est des dirigeants qui sont là, qui obéissent à leurs ordres, en tout cas qui vont dans le sens des intérêts de l'Occident. Et en général, tous les dirigeants dont vous avez parlé, ils sont dans ce siège, ils sont dans cette dynamique. Donc ce n'est pas ces dirigeants, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est ce dont l'Afrique a besoin. Je dis, ce n'est même pas des réformes. L'Afrique a besoin d'une révolution. C'est-à-dire qu'il faut bouleverser des choses, il faut changer. Il faut changer l'ordre actuel. Et ça, les Occidentaux, comme tu l'as dit tantôt, moi je ne les blâme pas. Hein. On ne peut pas blâmer quelqu'un d'avoir, surtout un chef d'État, de rouler pour ses intérêts. C'est à nous de défendre les nôtres, nous Africains. Et ça pourrait commencer dans le domaine de l'éducation par l'usage de langues non étrangères. Vous dites qu'on prend plus de temps à nous alphabétiser dans les langues étrangères que dans nos propres langues. Le combat que Senghor avait un peu mené entre Senghor et Cheikh Anta Diop, en tout cas de la part surtout du professeur Cheikh Anta Diop, pour vous c'était un combat donc assez important qui revient au devant de la scène encore. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, après 63 ans d'indépendance pour la plupart des pays africains, aujourd'hui, on ne devrait pas être là à poser ce problème donc de l'utilisation des langues nationales. Ça aurait dû être résolu depuis 1960. Mais malheureusement, pour nous Africains, en tout cas pour nous Sénégalais, c'est Senghor qui a remporté ce combat. Parce qu'en fait, eux, ils ont opté pour la facilité. Ils étaient scolarisés donc, dans la langue du colonisateur, ils écrivaient dans la langue du colonisateur, donc c'était beaucoup plus facile pour eux de continuer sur cette voie. Donc les Cheikh Anta Diop, surtout le professeur Cheikh Anta Diop, donc, qui avait des idées plus ou moins révolutionnaires, donc il gênait. Alors qu'il avait raison parce que Cheikh Anta le disait, bon pardonnez-moi de m'exprimer un peu en Wolof pour paraphraser Cheikh Anta Diop, il disait que sa làkk bi nga nam ci nga mën a wax ba tokkamtiku ci nga mën a mer saaga ci nga mën a mer xulo ci nga mën a liggéey loo xam ne doo ko liggéey ci beneen làkk. Donc c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui nos apprenants ils ont un double problème. D'abord ils ont le problème donc de la compréhension de la langue dans laquelle ils sont alphabétisés, parce que c'est une langue étrangère qui n'a rien à voir, qui ignore nos réalités. Donc, ils ont des difficultés de compréhension de cette langue. Premier problème. Deuxième problème maintenant, la difficulté liée au fait de comprendre les phénomènes qu'on vous explique. Par exemple, vous venez en mathématiques, il y a pas mal de personnes qui ont des difficultés pour comprendre les mathématiques. Mais si en plus de ça, il y a la difficulté de compréhension liée à une langue étrangère, que vous ne parlez pas chez vous, etc., voilà, l'apprenant a un double problème. Alors que si on lui apprenait les choses dans sa langue maternelle, ou bien en tout cas dans une langue à laquelle il est familiarisé depuis le bas âge, ça aurait été beaucoup plus facile. Parce qu'il élimine déjà donc, ces difficultés de compréhension donc, de la langue. Vous avez parlé de la scolarisation des enfants. Aujourd'hui, on se rend compte que dans les curricula, on y introduit, en tout cas les Occidentaux tentent de plus en plus d'y introduire des valeurs qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Ça aurait été dans nos langues, ça allait être plus simple. Mais là, il y a toujours des cachotteries, il y a toujours des stratagèmes pour faire passer par exemple la question genre, la question des LGBT, etc. Et là, au plan politique, ça aurait été bien qu'on sente qu'il y a une certaine volonté de la part de nos dirigeants pour dire non. Tout à fait, parce que je pense que c'est ce qui manque le plus, c'est la volonté politique. Parce que je dis souvent que l'homme, en tout cas, quand il veut quelque chose,
bon, il y a de fortes chances qu'il puisse y arriver. Donc la volonté politique, elle est importante. Malheureusement, c'est ce qui manque chez nos dirigeants. Cette volonté politique d'innover, cette volonté politique de mettre en place donc les moyens financiers nécessaires pour qu'on ait une éducation adaptée, en adéquation donc avec les réalités africaines, en adéquation avec les besoins donc du continent. Donc, et tout cela, c'est la volonté politique qui doit être à la base. Malheureusement, aujourd'hui, tel n'est pas le cas. C'est pourquoi, d'ailleurs, je pense que la plus grande absurdité, c'est de vouloir financer notre éducation avec des aides provenant de l'extérieur ou bien provenant de certaines organisations internationales qui sont toutes à la solde du capital international. Donc c'est pour nous maintenir dans cet état-là de sous-état, dans cet état de sous-développement intellectuel, dans cet état de sous-développement culturel et moral. Parce qu'en fait, et là, je fais un peu la différence entre la colonisation française et la colonisation anglaise. Parce que j'en parle également dans le livre, parce qu'il y a une différence. Pendant la colonisation, les Français ont mis en place un système qu'on appelle un système direct d'administration. Alors que les Anglais, c'était l'indirect rule, c'est-à-dire donc un système indirect. Ça veut dire quoi? Les Français